Dear viewers, dear followers, good afternoon. Sensei Christian Pendey Koga Sayonara. Sensei. Salam alaikum. Malaikum salam. Je crois que vous avez la tenue de circonstance. Voilà. Mais là, vous avez commencé, il me fallait mettre le kimono. Promis, ce sera pour une autre fois. Le kimono et la musique d'ambiance. Et la musique d'ambiance. Vraiment, le regretter la période de Mbanga. Oui. Très grande icône de la musique camerounaise. Les Camerounais ne devraient rien faire, même s'ils sont en guerre entre eux, et oublier que c'est la musique qui les unit. Hein. Tout à fait, voilà. Président. Voilà. Mais Président, si je vous demandais comme ça, comment est-ce que vous avez passé la semaine? Oh, je sais plutôt avec tout le travail que j'ai, mais bon, on essaye de bien la passer. Justement, en écoutant la musique comme celle-là, et ensuite en essayant de faire un peu d'exercice et en lisant et en discutant avec les gens. Voilà, et ça se passe bien. Okay. Tant mieux. Dear viewers, let me start by wishing you a happy Labor Day. Rappelons que c'est la fête du travail aujourd'hui et elle se célèbre partout dans le monde. Président, un petit commentaire à faire, un petit mot à l'endroit des Camerounais exerçant avec courage leur dur labeur au quotidien. En fait, c'est une très bonne question. Les travailleurs ont subi, n'est-ce pas, beaucoup des actions avec les réformes qui avaient été préconisées par la Banque mondiale et le FMI à l'époque, dans le cadre des plans d'ajustement structurel, où pratiquement vous avez vu la disparition des syndicats. Aujourd'hui, il est plutôt question que chaque travailleur va négocier, n'est-ce pas, ses conditions de travail avec, n'est-ce pas, son employeur. Voilà un gouvernement qui a jeté comme ça ses travailleurs, n'est-ce pas, dans les griffes des employeurs. Aujourd'hui, on est bien d'accord qu'un pays, j'entendais le discours de Joe Biden l'autre jour, qui disait que même Wall Street n'aurait pas été Wall Street sans la contribution de la classe moyenne, c'est-à-dire de la classe des travailleurs. Wall Street n'aurait pas été Wall Street sans la contribution des syndicats. Mais le fait de voir qu'au Cameroun, les syndicats ont disparu, c'est simplement parce que voilà un gouvernement qui a jeté les employés, les travailleurs en pâture aux employeurs. C'est quelque chose que nous allons regresser. Parce que ça aussi, c'est une des causes du changement qui est absolument impératif. Président, dans notre édition de ce jour, nous allons aborder 4 thématiques différentes. Nous parlerons de l'initiative SCSI, nous parlerons de l'actualité tchadienne, de la dette camerounaise appréhendée sous le prisme des rapports entre les institutions financières internationales et l'État du Cameroun, et nous parlerons un peu de la crise anglophone. Je voudrais que nous rentrions dans le vif du sujet avec notre premier thème. Survie Cameroun, Survival Initiative, en guise d'avant-propos. Rappelons brièvement les faits, Président. En plein déroulement des opérations de terrain et après votre bilan d'étape du mois d'août 2020, et après l'annonce au public que la barre du million d'euros avait été franchie dans la collecte des dons, vous recevez par mail de M. Djoko, président de la fédération MRC Europe, une feuille de calcul affichant un montant des collectes en déphasage complet des valeurs affichées sur la jauge en ligne.
Nous rappelons qu'à l'occasion d'un précédent talk, que vous aviez déjà retracé le cours des événements. Mais pouvez-vous quand même, Président, pour que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui soient au même niveau d'information que nous, revenir très rapidement sur ces faits-là? C'est-à-dire que, bon, vous, les journalistes et tout ça, vous aimez toujours tourner le couteau dans la plaie, enfin, ce qui n'est d'ailleurs pas plaie. Vous revenez sur des événements, peut-être que parce que vous croyez pouvoir opposer les gens. Moi, je ne suis pas dans une querelle des personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Je ne suis pas dans une querelle des personnes, mais il est important, parce que ça aussi, ça fait partie du devoir de transparence que nous... enfin, c'est partie de mes principes, hein, c'est-à-dire être transparent, être crédible. On a un devoir vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis du public. Alors, je suppose que quand vous me posez la question, vous êtes en train, en fait, de faire écho de ce que les gens demandent. C'est pour ça que je veux me plier à cette exigence-là. Parce que si ce n'était que moi, je ne serais pas rentré, et vous pouvez être sûr que je ne rentrerai pas dans une querelle de personnes. Je ne nage pas dans la boue, je nage dans les eaux claires. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je ne nage pas dans la boue, je nage dans les eaux claires. Mais comme vous l'avez déjà rappelé, au mois de février, j'explique comment je sais, comment j'apprends le 30 septembre par un mail de M. Djoko Henri, en fait, qui envoie le mail. En fait, le mail a comme pièce attachée un fichier. Il n'y a aucun commentaire. Et là, j'ouvre le mail, j'ouvre le fichier, je veux dire, et le fichier me dit qu'on a reçu 800 000 euros. Et 800 000 et quelque chose d'euros. Je crois que c'était 807 000, quelque chose comme ça. Naturellement, les gens qui disent que, voilà, c'est SCSI qui gère le compte, je pense très bien que Djoko n'avait pas besoin de m'envoyer ce mail si lui, il était au courant que c'est le SCSI qui reçoit l'argent. Tout à fait, tout à fait, oui. C'est-à-dire que si SCSI reçoit l'argent, il n'a pas besoin d'une tierce personne pour lui dire ce qu'il y a dans son compte. Les auditeurs étaient là pour ça, ils devaient le savoir. S'il me l'envoie, c'est bien parce qu'il sait que c'est lui, n'est-ce pas, son compte qui reçoit de l'argent, n'est-ce pas, qui reçoit de l'argent, et c'est par lui que je vais savoir le montant d'argent qu'on a reçu. D'ailleurs, entre parenthèses, je tiens à vous dire tout de suite que je ne parle que de l'argent. Là, quand je parle d'argent, je parle des sommes recueillies par les plateformes. PayPal et Stripe. C'est-à-dire l'argent qui est reçu soit par chèque bancaire, virement bancaire, ainsi de suite, ne peut pas venir à SCSI, SCSI n'ayant pas de compte. SCSI n'ayant pas de compte. Ça ne pouvait aller que dans les comptes du MRC. Vous voyez ce que les comptes sur lesquels exclusivement M. Djoko a la main mise. Je vous ai déjà dit que vous ne pouvez pas me reposer la question. Le compte MRC, ce compte-là, il s'agit d'un compte MRC qui est géré par M. Djoko. C'est tout. Ça, c'est une vérité. Je ne veux pas insister là-dessus. Je ne sais pas pourquoi vous revenez toujours. Mais peut-être c'est pour la clarification. C'est pour la clarification. Okay, très bien. Oui. Donc ce compte est géré par M. Djoko. C'est un compte MRC. C'est lui qui reçoit de l'argent. Donc même si un chèque arrive là-bas, je ne peux pas le savoir. Comprenez ce que je veux dire? Si un virement bancaire qui arrive là-bas au nom de SCSI, je ne peux pas le savoir. C'est lui qui a la latitude de me l'envoyer, n'est-ce pas, ou de ne pas me l'envoyer. Comprenez ce que je veux dire? D'accord. Voilà ce qui doit être clair. Et je dis ceci, quand je constate cela, Maurice Kamto est déjà séquestré. Je constate bien que ce courrier, ce mail, n'est pas mis en copie à Kamto. Il est mis en copie aux deux auditeurs et moi. Enfin, il m'est envoyé avec copie aux deux auditeurs. Moi, en répondant à Djoko, je mets en copie Maurice Kamto. Vous comprenez? Et ça doit être le 1er octobre. D'accord? Parce que moi, je reçois le mail de Djoko le 30 septembre. Et je dis à Djoko, mais est-ce qu'il a conscience de la gravité de cet événement-là? Par rapport à ce que moi j'ai annoncé, le 22 août, ce que tout le monde voyait sur les plateformes, sur les jauges, 1 million 100 et quelque chose d'euros, n'est-ce pas? Et que là, il y a un écart de plus de 300 000 euros, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et je l'envoie à Kamto. Lorsque Kamto reçoit ce mail, il le lit et je l'appelle. Il me dit, mon frère, c'est pas ce que
ce qui devait m'arriver. Je parle de lui, c'est-à-dire je ne parle pas de moi. Exactement c'est pas ce qui devait m'arriver dans la situation où on est. Je lui demande, mais tu ne l'avais pas dit? Il me dit non. D'accord? Il ne te l'avait pas, il me dit non. Ok. C'est là où nous entreprenons des échanges. D'accord? Nous entreprenons des échanges. Et je dis, la seule façon de préserver la crédibilité et l'intégrité de toutes les personnes impliquées dans ce dossier, n'est-ce pas, est de commettre un audit indépendant. Et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Je vous dis aussi cela pourquoi? Parce que toute ma vie, ma relation avec les gens est basée sur la confiance. Une confiance fondée sur la transparence, l'intégrité, la sincérité, le respect de l'autre et le respect du public. Je pense que c'est ce que vous vivez avec moi. Comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est un principe général de ma vie. Et la lutte que nous menons aussi, pour moi, est fondée sur ça. Je ne fais pas un double jeu. Lorsque je ne peux plus m'accommoder de M. Biya par rapport à mes convictions, qu'est-ce que je fais? Je le dis publiquement, que je ne peux plus. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Tout à fait. Je ne reste pas là à faire la chauve-souris, je suis au palais et je joue un double jeu dehors. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est ça, je suis intègre, je suis entier. Donc on travaille comme ça. Vous comprenez? Je dis, je ne peux plus le faire. Et donc, voilà, vous avez cette histoire-là. Et en réalité, les premiers problèmes que j'ai, on n'a jamais eu de problème dans cette dynamique du changement. On n'a jamais eu de problème. Jamais. J'ai tout donné. On n'a jamais eu de problème. Lorsque Kamto vient me voir ici, le 22 janvier, c'est un vendredi 2021, je lui dis, ce que j'ai fait pour toi, je n'ai jamais fait ça pour qui que ce soit. Ce que je ne comprends pas, c'est que j'annonce publiquement un audit et sur lequel on est d'accord, et tes militants se mettent à me traiter, n'est-ce pas, de traître. Ça, je ne comprends pas. Et toi, tu dis rien. Voilà ce que je lui dis. Mais ça, c'est ma franchise par rapport à mes principes. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Ça, c'est déjà la première chose que vous allez noter dans une relation de confiance qui est fondée sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. C'est ça que vous devez savoir. J'apprends aussi que des gens qui disent que, mais ils ont un abus de langage. Il m'a nommé quitus de gestion. Je demande, mais enfin, il m'a nommé en tant que qui? Il me demande, dans cette relation, est-ce que tu acceptes n'est-ce pas, de piloter l'affaire? J'en ai les compétences, j'ai passé toute ma vie avec le projet. Celui-là ne représente rien par rapport à ce que je dois faire. D'accord? Et j'accepte. J'accepte de le faire. Pas quelqu'un qui me nomme, me nommera à quel titre? Je pose la question. Il me nommera à quel titre? À partir de quel pouvoir? Je suis un allié. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. À ce moment-là. Tout à fait. Et je m'investis au-delà de tous les alliés qu'il a pu avoir. Chacun peut en témoigner. Vous comprenez ce que je veux dire? Et j'accepte parce que les Camerounais sont exposés au danger du Covid-19. C'est vraiment un devoir de solidarité vis-à-vis des Camerounais qui sont exposés à cette affaire-là. Il faut que ça se soit clair. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, président. Et quand vous parlez de quitus de gestion, qui va me donner quitus de gestion? Le public. Le public. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que cet incident va créer des éléments qui vont affecter la confiance, ce lien de confiance. Parmi les éléments, lorsque je mets en public la décision commune que nous avons prise de lancer cet audit, et que une des choses, c'est les attaques, mais l'autre chose,
c'est les administrateurs qui sont proches de moi qui sont complètement enlevés du compte Facebook. N'est-ce pas? De SCSI. C'est-à-dire le compte officiel Facebook de SCSI qui sont enlevés de là. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Ensuite, je voudrais vous rappeler que début février, dont on passe dessus rapidement, la note de synthèse, je l'ai déjà revue avec lui, elle est publiée, et ainsi de suite. Mais je voudrais vous rappeler que, ensuite, lui, Maurice Kamto, fait un discours. Et en fait, qui clôture SCSI. Qui clôture l'activité de SCSI. Je ne suis pas au courant. Mais ça ne me fait rien. Comprenez ce que je veux dire? Je note simplement un nombre de choses. Mais ça ne me fait rien. Ça, c'est petit par rapport à la cause que nous défendons. Comprenez bien ce que je veux dire. Ça, là, c'est petit par rapport à la cause que nous défendons. Sauf que, ce n'est pas lui qui le fait. Lui, il a annoncé qu'il a clôturé SCSI et qu'éventuellement, il va prendre Ernst & Young et ainsi de suite. Mais là, dès le lendemain, les auditeurs se rendent compte qu'ils ne peuvent même plus avoir accès au compte SCSI. Parce que le propriétaire du compte principal les a chantés, ça a coupé. Comprenez encore une fois. Donc, le propriétaire du compte principal qui est le MRC. Qui est le MRC, ça va être qui est géré par M. Djoko. Absolument. Donc, vous comprenez que là encore, c'est un deuxième événement qui montre bien qui gère ces comptes-là. Parce que nous ne pouvons pas y accéder à partir de ces décisions. Et là, naturellement, il y a les administrateurs alors qui sont complètement coupés, n'est-ce pas, du compte Facebook officiel. Et je vais vous dire que cet événement va nous obliger à ouvrir un compte, n'est-ce pas, un site web, à ouvrir un site web, je veux dire, n'est-ce pas, où nous allons mettre toutes les informations maintenant pour rester fidèles à notre engagement de permettre aux Camerounais d'accéder à la bonne information. Ce site web est ouvert depuis 2 mois. Il comporte les comptes audités de SCSI. C'est-à-dire que l'argent reçu par SCSI, n'est-ce pas, et ensuite comment SCSI l'a utilisé. Et vous allez noter là-dedans que c'est l'argent de PayPal et Stripe. Vous ne pouvez pas y voir l'argent, les virements bancaires, les chèques et tout. Et vous allez bien noter dans ce rapport 7 millions que nous avions reçus au Cameroun directement des individus. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Donc c'est tout à fait clair. On ne peut pas répondre, et je ne peux pas répondre de ce que je ne dirai pas. Je pense que c'est simple. Je ne peux pas répondre de ce que je ne dirai pas. Mais je ne veux pas, on va rentrer dans une polémique, ta parole, ma parole, et ainsi de suite. Moi, ce n'est pas mon point. Je pense qu'il y a quelque chose de plus important. Il y a une cause qui est au-dessus de nous. C'est celle des Camerounais, c'est celle de transformer ce pays. J'espère pouvoir revenir là-dessus. Oui, président. C'est celle de transformer ce pays, c'est celle de mettre les Camerounais debout. Nous sommes dans un exercice de clarification. Voilà. Donc, ce qu'on va retenir de ce que vous venez de dire, c'est que vous n'êtes comptable que des sommes qui ont été versées sur le sous-compte SCSI. Bien sûr, le sous-compte, parce que ça veut dire de ce qui a été reçu par le MRC qui nous a été versé. Mais, et vous avez précisé, et comme le rapport du premier audit le dit, les fonds que vous avez reçus provenaient exclusivement de PayPal et de Stripe. Oui. En ce qui concerne l'Europe, en ce qui concerne l'Europe, à peu près 7 millions 2 ici. D'accord. En ce qui concerne le versement des individus au Cameroun. C'est très important que ces précisions soient faites. Il s'est passé un certain nombre de choses sur lesquelles nous ne reviendrons pas parce que ces informations sont disponibles sur le site dont vous parlez et nous communiquerons largement sur l'adresse de ce site. Je ne voudrais pas non plus dire, ce n'est pas une gloire pour moi, hein. J'ai géré des projets beaucoup plus complexes que ça que vous connaissez. Mais j'ai fait cela, je me suis investi personnellement avec une équipe de volontaires. Vous avez vu les résultats de cela, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une idée, que l'idée marche. Je le sais, j'ai passé 43 ans de ma vie à faire des projets. Il ne suffit pas d'avoir une idée pour que l'idée soit concrétisée. Il y a ce que j'enseignais déjà sur la gestion des projets, de l'idée à la matérialisation de l'idée. Il y a beaucoup d'étapes. Et c'est ça que j'essaie de mettre en pratique pour qu'on passe de cette idée à sa concrétisation.
Je pense que ça valait la peine. J'ai déjà rendu hommage à Kamto pour avoir eu cette idée. C'est une très bonne chose. N'en reviens pas, ce n'est pas ça mon sujet. Le sujet maintenant, c'est que les Camerounais ont pu bénéficier par le travail des volontaires et l'organisation que nous avons mise en place, n'est-ce pas, de toute cette dynamique. Je n'ai pas besoin d'être cité. Vous pouvez même ne pas me citer. Président, parlant d'organisation, vous êtes toujours dans le souci d'éclairer l'opinion. J'espère que vous n'avez pas passé tout le temps de l'émission sur ces affaires. Non, Président, je vous promets que nous avons d'autres thèmes à évoquer. D'accord, ok. C'est le premier audit qui a défrayé la chronique. On vous a accusé d'avoir été de façon unilatérale celui qui a choisi l'auditeur, celui qui a défini les thèmes de référence, etc., etc. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, rétablir, restituer les faits tels qu'ils se sont passés? Oui, ben, comme vous me posez la question, vous n'êtes pas parti poser la question pour le choix du consortium, mais en fait, c'est pas grave. Non, Président, on reviendra au deuxième audit, je vous promets. Je vous dis simplement que, n'est-ce pas, tout le processus a été totalement transparent. Les thèmes de référence ont été circulés d'abord, n'est-ce pas? Les thèmes de référence ont été circulés d'abord, comprenez? Et ensuite, le choix de l'auditeur a été fait par une commission dont le président s'appelle Claude Medem, qui est un membre du MRC des États-Unis. Et ils ont fait un rapport. Et ils ont fait un rapport qui a expliqué leur choix. Et tout cela a été distribué à tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir des thèmes de référence, tout le monde a suivi les thèmes de référence, pouvait contribuer aux thèmes de référence. Donc, je pense que vous ne reviendrez plus sur cette question. Ok, Président, à la suite de l'audit ACDB, il y a un deuxième audit qui a été commandé par le professeur Maurice Kamto, audit réalisé par un consortium de 3 cabinets, néerlandais et indiens. Ce consortium a validé dans ses conclusions la thèse du bug informatique justifiant l'écart de plus de 300 000 € à problème. Que pensez-vous des résultats de cet audit, de ces conclusions? Et puis, pourquoi n'avez-vous pas répondu aux sollicitations du consortium d'auditeurs? Écoutez, c'était plus, vraiment, je vais vous dire, c'était plus important pour moi. Répondre à... J'avais déjà fait mon travail. Je savais que le premier audit avait été fait dans un contexte transparent. Comprenez ce que je veux dire. Et je viens de vous dire, je travaille vraiment dans un contexte de confiance. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle peut être touché à un moment donné, ça c'est pas le problème. Mais j'ai eu ça au palais. J'ai eu ça au palais. Je travaillais avec, j'étais conseiller du président. Lorsque Belinga Eboutou, paix à son âme, quelqu'un que j'aimais bien, mais je veux dire, quand on avait des différends, dès qu'il y a un différend, mais je lui dis non, moi je ne peux pas faire ce que vous me demandez là. Aussi simple. Je ne peux pas faire ce que vous me demandez là. Vous comprenez? Un jour, il m'envoie une demande d'explication parce que j'avais défendu, je ne veux pas une discrétion, c'est pour vous donner un trait de ma personnalité. Il m'envoie une demande d'explication parce qu'il avait vu que dans un média français, j'avais dénoncé Bolloré pour ce que Bolloré fait au Cameroun. Comme probablement lui, il avait des acquaintances avec Bolloré, il m'envoie une demande d'explication. Mais moi, je ne suis pas son conseiller, je suis le conseiller du chef de l'État. D'abord, quand mon assistant m'a apporté cette demande d'explication, mais je vais vous dire de manière anecdotique, quand il m'a annoncé que, parce que j'étais à cheval sur mon cabinet et au palais, quand il m'a annoncé qu'il y avait une lettre qui venait du cabinet de Belinga, je me suis douté qu'il s'agissait de quelque chose comme ça. Et il me dit que la lettre est estampillée urgent. Je lui dis quoi? Gardez cette lettre-là une semaine encore, elle sera plus urgente. C'est pas vous voyez ce que je dis. Et une semaine après, je lui dis quoi? Apporte-moi la lettre là. Quand quoi a apporté la lettre, quand j'ai vu, j'ai dit, ben, quoi, j'ai dit, Belinga est fou. Tu comprends? Et je prends sa demande d'explication de la déchire. Je l'amène à la poubelle. L'histoire est connue, hein. Les Babok et tout ça sont témoins de cette histoire. Je suis comme ça, je ne change pas. Il n'était pas son conseiller, j'étais le conseiller du chef d'État. Je vous décris un aspect de ma personnalité. J'ai déchiré la demande d'explication de Belinga. Tu sais ce qu'on dit au palais. Donc je suis comme ça. Et donc, si vous faites une chose, je me rends compte que moi, je défends une cause. Qu'on n'est plus en alignement, que vous êtes en train de faire comme ça,
Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je vais vous le dire. C'est-à-dire que je vais le dire à Maurice Kamto à un moment donné que non, ce n'est pas ça. Mais pour le moment, là, si tu m'envoies les auditeurs, j'ai dit, je ne leur réponds pas. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Les autres, les auditeurs de SCI, ont choisi simplement de répondre à ces gens en leur demandant, vous venez d'où? Quels sont vos thèmes de référence? Et ainsi de suite. D'autres leur ont dit, écoutez, nous on a déjà tourné la page, on a sacrifié une partie de notre vie pour cette histoire, on a tourné la page. Donc voilà, chacun a fait comme il voulait. Moi j'ai choisi de ne pas répondre, c'est tout. Et je viens de vous donner là un trait de ma personnalité. Je ne fais pas les choses pour moi. À partir du moment où je sais que je fais les choses pour une cause, n'est-ce pas? Que je fais les choses pour une cause. Quand on n'est pas en alignement pour une raison donnée, il y a la même chose ici. Hein. Elle veut là et tout ça. Quand elle veut dire non, tonton, moi je ne donne pas ça. Je respecte. C'est le trait de sa personnalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Je ne suis pas dans un culte de personnalité ou dans. Non, non, non. Nous nous battons pour l'expression plurielle des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour l'expression plurielle des gens. Pour que les gens puissent s'exprimer. Sinon, je deviendrai, moi, je ne sais pas moi, un dictateur. Parce que je sais que vous respectez aussi ma nature taquine. Président, je vais encore vous titiller un peu, vous taquiner. Je la surespère parce que moi-même, je suis comme ça. Président, comme ça, là, dites-nous, cette histoire de beurre, vous y croyez? Mais est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? 330 000 euros, c'est-à-dire plus de 215 millions de francs CFA, disparaissent comme ça dans un bug. Mais vous y croyez? J'ai demandé à Hervé pour tout ça. Vous y croyez vraiment? Maintenant, les gestionnaires de cette plateforme-là, je vais leur demander, ils y croient? Et plus particulièrement, est-ce que M. Henri Djoko y croit? Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, Président. Et plus particulièrement, est-ce que M. Henri Djoko y croit? Il y a eu des moments où j'ai vu Maurice Kamto se demander, dire, s'énerver en demandant à Djoko, mais donne-leur les accès et ainsi de suite. Les mails sont là. Donne-leur les accès et ainsi de suite. Mais bon, il ne donnait pas. Malgré le fait qu'il ait été relancé. Malgré le fait que ça vienne de celui que je peux considérer comme son patron. D'accord? Mais moi, je sais ce que lui, j'essaie de voir qu'il a pu vivre là-dedans. Mais je dis, j'ai bien vécu. Ces mails sont là. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, je viens d'insister en demandant à M. Henri Djoko si lui y croit. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, Président. Mais, je vais vous dire une chose. Si cette affaire ne s'arrête pas là, ce n'est pas à cause de moi. C'est parce que c'est une affaire publique. C'est parce que c'est une affaire de confiance du public. C'est parce que nous voulons gérer le Cameroun demain, pas comme il est là actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un ne bénéficie pas de la confiance du public, mais confisque le pouvoir. Il le sait. Mais nous voulons être des gens qui allons gérer le Cameroun avec la confiance du public. Les gens qui me voient peuvent être sûrs que j'ai été à des postes où j'aurais pu faire n'importe quoi, mais je mets quiconque au défi. Là où je suis passé, à la SNI, comme j'étais étudiant de projet, comme ça, construisant les projets au palais, tout le monde sait. J'étais au palais. Pendant que je suis au palais, je suis en train de critiquer le régime. Je ne sais pas combien de gens l'ont fait au Cameroun. C'est écrit, hein. Vous savez les dates où je suis parti au palais, 2010-2018. Vous pouvez voir mes articles, 2013, je critique le régime. Mais je suis au palais. 2017, quand je prends position par rapport à la crise anglophone, on en parlera tout à l'heure, d'après le fait. Mais je suis au palais. Je suis comme ça. Il faut qu'on soit intègre. C'est-à-dire c'est l'intégrité. Et qu'on habitue les Camerounais à cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qu'on habitue les Camerounais à cela. À cette transparence-là. Je ne sais pas pourquoi ils ont toujours l'idée que dès que vous posez le problème de transparence, oui, vous voulez la rupture, ou on veut la rupture. Non, il faut qu'on nous agir là. C'est la transparence. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est la transparence. Et quand ce mot, on en parlait tout à l'heure, mais c'est la transparence. C'est sur ça que j'insiste. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, Président. Oui, oui, oui. Voilà.
Président, je crois que on va sortir de ce sujet, mais avant de sortir du sujet, il y a une dernière question que j'aimerais quand même vous poser. Un gros malaise transparaît dans tout ça, qui pose quand même à l'évidence quelques questions sensibles, celles des rapports que vous entretenez finalement à ce jour avec le professeur Maurice Kanto, des rapports entre votre mouvement AGIAC et le MRC. Sur quoi tenait cette alliance qui a suscité beaucoup d'espoir et que vaut-elle aujourd'hui? On ne peut pas faire l'économie d'une question comme celle-là. D'abord, je voudrais qu'on discute, je voudrais qu'on distingue les relations personnelles de ce qui constitue une alliance politique pour un combat donné. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, Président. C'est, comme je vous ai dit, c'est une relation de confiance fondée sur la transparence, l'intégrité, la sincérité, le respect mutuel et le respect du public. Il y a une série d'événements qui ont pu affecter cela. Comprenez ce que je veux dire? Mais il me paraît important de dire que si nous menons le même combat pour la cause du changement, vous comprenez? Si nous menons le même combat pour la cause du changement, pour que les Camerounais soient debout, pour que les Camerounais ne soient plus zombifiés, pour que les Camerounais sortent de ce chaos et de cette boue, on devrait pouvoir se retrouver. Demain, l'avenir nous le dira, sur le champ politique, qui aura plusieurs forces, n'est-ce pas? Et si vous menez les mêmes combats, si vous menez les mêmes combats pour la même cause, vous allez, on discutera, on pourra discuter. Pour être très précis, AGIR n'est pas une succursale d'un quelconque parti politique. AGIR n'est pas une succursale d'un quelconque parti politique. AGIR est né d'une réflexion profonde sur la situation du Cameroun, sur le désespoir de la jeunesse, d'une jeunesse désemparée, d'une jeunesse en désarroi, d'une jeunesse ayant perdu confiance en elle-même. Et AGIR est né de ce constat et du désir de pouvoir créer les conditions pour que cette jeunesse soit debout. C'est pour ça que nous disons prenons notre destin en main. Ensuite, il y a une analyse qui est une analyse institutionnelle. AGIR croit beaucoup aux institutions. AGIR ne croit pas aux individus. AGIR ne croit pas au culte de la personnalité. AGIR croit aux individus parce que pour nous, c'est le culte de la personnalité qui a conduit le Cameroun où on est. Depuis 40 ans, vous ne faites que célébrer un individu. Vous êtes aplati, avili, n'est-ce pas? Et ça, c'est le combat d'AGIR. Et vous le voyez, je suis cohérent depuis le début. Dès que vous allez dans les histoires électorales, je vous dis que non, c'est les institutions. C'est les institutions. Quand il s'est agi d'analyser la crise anglophone, j'ai parlé des institutions. Et plus précisément, des institutions dans le cadre du fédéralisme. C'est très clair là-dedans. Vous voyez dans notre manifeste, ce n'est pas comme si on va faire un ceci et tout. C'est clair. Je crois à un système fédéral. Si vous me posez le problème du Tchad aujourd'hui, je vais vous répondre de la même manière. Si vous me posez le problème de la RDC, je vais vous dire que le fédéralisme. Nous reviendrons sur le Tchad. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Et donc, nous avons des idées que nous défendons. Et c'est dans ce cadre que nous travaillons. Nous ne travaillons pas sur un autre cadre. Vous comprenez? Si un autre parti politique, je ne connais pas son nom, qui sort demain et qui défend les mêmes idées que nous, on se retrouvera ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, Président. On se retrouvera ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut convaincre d'abord les Camerounais de pourquoi les institutions sont importantes. Vous vous souvenez? Obama va au Ghana, à Accra, et fait une conférence au chef d'État africain là-bas. Il a dit, Africa does not need strong leaders. Africa needs strong institutions. C'est grâce aux institutions américaines que vous voyez ce pays secoué par toutes sortes de crises, mais il est toujours debout. Mais les individus changent. Les présidents américains changent. Les gens passent. Les gens passent. Moi, je passe. Je ne cesse de vous dire
agir que, messieurs, préparez-vous à la relève parce que nous allons passer. Je vais passer, je ne suis pas indispensable, je ne suis pas éternel, et ainsi de suite. Mais, si vous avez quelque chose que vous allez probablement retenir de moi, ce monsieur, c'était les institutions. C'était les institutions. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Que c'était les institutions et c'était les institutions. Vous comprenez? Mais vous n'avez pas retenu qu'on va... Vous allez me cloner. Vous n'allez pas me cloner. Chacun a sa personnalité. Mais au moins, quelles que soient les personnalités, les institutions sont là. Les présidents des États-Unis changent. N'est-ce pas? Mais les institutions sont là. Et ils ont fait une architecture institutionnelle à l'épreuve du temps, à l'épreuve des crises, à l'épreuve des menaces. À l'épreuve des humeurs. Des humeurs et ainsi de suite. Voilà ce que moi je peux vous dire. Merci, Président. Abordons notre deuxième thème du jour, qui concerne l'actualité tchadienne. Rappelons que il y a eu depuis 3 mois déjà, dès l'entame de la pré-campagne des élections présidentielles, une succession d'événements dont le point saillant aura été le décès du maréchal président Idriss Déby Itno dans des circonstances plus ou moins troubles. À la suite de ce décès et au mépris de la constitution du pays, l'armée s'est installée au pouvoir pour, comme ils disent ses tenants, conduire une transition devant aboutir à des élections présidentielles dans un délai de 18 mois. Que vous inspire cette actualité, Président? Vous savez, par rapport à tout ce que nous disons là, excusez-moi, un peu chaud, par rapport à tout ce que nous disons là, je reste cohérent. Il faut sortir d'une direction d'un pays qui dépend d'un individu. Parce que si l'individu vient à ne plus être là ou à être simplement incapable de gouverner, vous pouvez tomber dans un chaos énorme. Vous comprenez ce que je veux dire? Le président Déby a vraiment, je veux dire a identifié une gestion de ce que je dis, tous les pouvoirs concentrés dans ses mains. L'armée même semblait lui être plutôt fidèle à sa personne qu'une armée républicaine qui devrait être fidèle aux institutions. Vous comprenez ce que je veux dire? À partir de ce moment-là, si un conseil à donner au Tchad aujourd'hui, pour que le Tchad retrouve une paix et des conditions de stabilité, c'est quoi? C'est que la première chose, le Tchad devra retrouver sa stabilité. C'est l'objectif majeur. Mais les défis, cette stabilité est sous-tendue par une série de défis. Le premier défi, c'est l'apaisement des tensions sociales. N'est-ce pas? Le deuxième défi, c'est certainement la sécurité. Le troisième défi, c'est dans un pays jeune de permettre que, on dit en anglais, equal access to the opportunities, qu'il y ait une sorte d'accès égal aux opportunités. Que les gens n'aient pas l'impression qu'il y a deux Tchads. Un Tchad, n'est-ce pas, riche, et je veux dire opulent, qui appartient à une infime minorité de gens, et un Tchad où la grosse majorité croupit dans la misère et la pauvreté. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, il faut que tous les Tchadiens puissent se dire qu'il n'y a pas deux catégories de citoyens au Tchad. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à faire des institutions inclusives. C'est-à-dire que des institutions qui reflètent le Tchad dans la pluralité de ses sensibilités. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Et le premier objectif aujourd'hui, c'est de créer un gouvernement à la limite d'union nationale, un gouvernement inclusif. Et qui est là-dedans, c'est tellement un ministère qui se consacre au travail de réconciliation nationale. Ça, c'est important. Au travail de réconciliation nationale. Il faut que la confiance soit restaurée entre les Tchadiens eux-mêmes, entre les Tchadiens et leurs dirigeants. Vous voyez ce que je veux dire? Le conseil militaire a dû prendre le pouvoir devant justement ce vide qui est créé par le départ d'un homme fort. Il prend le pouvoir immédiatement, ils ont une stabilité. Mais il faut que très rapidement, il essaye
de faire en sorte qu'à travers un gouvernement inclusif d'union nationale, tous les acteurs, toutes les forces vives du Tchad puissent participer à ce gouvernement. C'est comme ça que ça va refléter, n'est-ce pas, le caractère inclusif. Et il faut qu'ils se battent. Mais il n'y a personne d'autre qui peut le faire que ce leadership. C'est-à-dire, après tout, c'est le président du Conseil militaire de transition qui doit avoir le leadership, la sagesse, la capacité, la force d'orienter le Tchad vers un Tchad inclusif. Personne d'autre ne peut le faire. C'est lui qui en a la responsabilité. Vous voyez où est sa responsabilité? S'il comprend le sens de l'histoire, il aura fait quelque chose d'extraordinaire pour le Tchad. Et tous ceux qui peuvent l'aider dans ce sens doivent l'aider dans ce sens. C'est une tâche bien ardue dans la mesure où pour la première fois depuis de très très longues années au Tchad, on voit la population descendre dans les rues. Oui. Et autre fait qu'on devrait pouvoir noter, c'est que la population dans des villes du sud, comme Moundou, descend aussi dans les rues. Ça, dans les rues, nos pays africains ont une caractéristique, c'est que 80% de la population au moins de 35 ans. Ce n'est pas quelqu'un de 70 ans qui marche dans la rue, c'est les jeunes. Il faut être préoccupé par les jeunes. Il faut qu'il apporte des réponses aux jeunes. Et je dis, c'est sa responsabilité à lui. Je ne sais pas qui le lui fera comprendre qu'on ne dira pas que c'est les 15 généraux là qui ont fait, on dira que c'est lui. Parce que c'est toujours la tête. Je vous dis souvent, le leadership est la cause, tout le reste est effet. C'est lui qui entraîne. C'est lui qui entraîne. Et tous ceux, je répète que, tous ceux qui peuvent l'aider, qu'il aide dans ce sens. Y compris la France. Y compris la France. Parce que si la France ne l'aide pas dans ce sens, la France va à contre-courant de l'histoire. Et l'histoire lui en tiendra fortement rigueur. Les Africains qui sont à côté, les chefs d'État, l'Union africaine, les individus, doivent aider le président du Conseil militaire de transition à apaiser le cœur, à créer un Tchad d'opportunités pour tous. N'est-ce pas? Et je vous dis des institutions qui soient des institutions inclusives. Regardez l'immensité de ce pays, plus de 1 million de kilomètres carrés. Regardez Tibesti là-bas au nord. Regardez Moundou et regardez N'Djamena, je veux dire, au sud. Et regardez que, si vous regardez là, ce triangle-là, N'Djamena est presque, n'est-ce pas, en bas, à gauche. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, c'est très grave. Il faut que tout le monde se mette à regarder N'Djamena pour vivre. Non. Il faut créer un pays de manière que chacun dans sa région puisse, n'est-ce pas, bénéficier de son environnement, prospérer dans son environnement et de sa naissance jusqu'à la fin de la vie. Mais c'est quand vous créez des institutions dans ce sens que ça peut se passer. C'est pour ça que l'architecture institutionnelle est très importante, c'est ce que je dirais pour le Tchad. Président, abordons la troisième thématique de notre talk d'aujourd'hui. Cameroun, institution financière internationale. La dette est-elle une solution? La question de la dette du Cameroun semble vous tenir particulièrement à cœur, Président. Vous avez co-signé à ce propos une tribune dans un journal économique allemand il y a quelque temps. Vous y pointiez du doigt, en quelque sorte, des rapports entre l'État du Cameroun et des institutions financières internationales. De quoi s'agissait-il exactement? Écoutez, je veux simplement dire que la dette ne peut pas être la solution à nos problèmes. Comprenez ce que je veux dire? Et les institutions internationales vendent de l'argent, ça c'est clair. Mais tous les pays qui se sont développés ne sont pas développés par les prêts qu'on leur donnait. Il est très important de comprendre qu'il y a des gens qui ne reçoivent que 1 milliard et qui savent comment utiliser ce milliard de manière efficiente. Il y en a qui reçoivent 500 milliards et qui ne font rien. Vous pensez que le chemin de fer du Cameroun
n'ont pas pu croître de 1 km, au contraire, ils se sont rétrécis. Parce que le Cameroun n'avait pas d'argent. Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que les chemins de fer du Cameroun se sont rétrécis parce que le Cameroun n'avait pas d'argent? Voilà. Il y a quelques jours, on a inauguré, je sais pas moi, la ligne Douala-Yaoundé. Ils ont remis en service de l'Intercity. Avec les mêmes écarts de chemin de fer. On sait depuis la nuit des temps que cet écart est un écart au standard. Ce standard-là n'existe plus. Mais franchement, vous pouvez faire un autre tracé, ça prend quoi? 3 ans pour faire des études topographiques, ainsi de suite, pour faire un nouveau tracé de Douala à Yaoundé. 3 ans, simplement. On se comprend, non? Quand vous avez fait 3 ans pour les études topographiques, pour pouvoir identifier est-ce qu'il y a des rivières ici, est-ce qu'il y a des vallons, est-ce qu'il y a des collines, ainsi de suite, et chercher le meilleur tracé possible, c'est-à-dire celui qui n'est pas de virage, ainsi de suite, pour qu'il soit le plus droit possible. C'est ce que j'appelle le tracé. Une fois que ce travail est fait, si vous vous donnez pour objectif simplement de poser 50 km de rail par an, ça vous prend combien de temps pour faire 250 km? 5 ans. Donc 5 plus 3, ça fait 8 ans. C'est presque le mandat d'un chef d'État. Il en a fait 7. Et plus. Vous voyez bien où est le leadership qui donne la direction et les gens doivent faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Le chemin de fer qui s'arrête aujourd'hui en Ngaoundéré s'est arrêté là et depuis des années, donc je reviens plus là-dessus, on en a suffisamment parlé. C'était pour vous dire quoi? C'était pour vous dire que nous avons su, nous avons compris, et non seulement à mon point de vue, c'est les études qui l'ont faites, la collègue avec qui j'ai commis cet article, que nous travaillons de par le monde depuis des années, nous observons que le facteur le plus important, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance. Vous comprenez? Ce n'est pas l'argent. Et la meilleure façon de le voir, c'est quoi? Vous avez eu l'annulation de la dette dans le cadre, n'est-ce pas, de l'initiative des pays pauvres très endettés. Il y a eu beaucoup d'annulations de dettes. La dette camerounaise est tombée pratiquement à 13-14%. Vous comprenez? Et une fois qu'il y a eu ces annulations de la dette, on a recommencé comme si de rien n'était. En fait, on n'a tiré aucun enseignement de ce qui s'est passé avant. Le marché camerounais n'est pas devenu plus efficient. Les entreprises publiques sont tombées en déconfiture et elles sont devenues une source d'appauvrissement pour le Cameroun. Je parle des entreprises publiques. Vous pouvez les citer. Vous regardez la SNI, vous regardez Camtel, vous regardez le Douala Stock Exchange, vous regardez le chantier naval. Même celles que vous croyez être en bonne santé comme la SNH, non. Elles vivent, la SNH vit des rentes du pétrole du Cameroun, mais pas du travail de transformation de la rente. C'est-à-dire que vous recevez une rente de votre papa ou de vos parents, je veux dire, mais c'est ce que vous y ajoutez qui représente votre travail. Donc, il y a des gens comme ça au Cameroun qui sont des extracteurs de rente, mais pas des créateurs de richesse. Ce sont des extracteurs de rente. Et vous voyez bien que les entreprises nationales, Sonatrel et ainsi de suite, vous voyez bien que c'est des extracteurs de richesse, mais pas des créatrices de richesse, ces entreprises-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Et c'est en cela que je me demande la nouvelle société qui vient d'arriver là, Sonamine. Vous allez voir, elle est créée dans le même paradigme que toutes les autres entreprises qui ont été créées avant. Par décret présidentiel. Vous créez une entreprise par décret présidentiel. Je cherche même le business plan. On serait très heureux de regarder le business plan qui a soutenu la création de Sonamine. On se comprend, non? Tout à fait, Président. Le business plan qui montre comment cette société va créer de la richesse. Qu'est devenue la banque des PME? La même chose. On lui a donné un peu d'argent. Elle a commencé à utiliser cet argent, elle a tout bouffé et c'est fini. Donc vous voyez bien que vous sortez de l'argent d'une autre caisse, vous donnez ça à une entreprise publique, elle bouffe tout complètement l'argent et c'est fini. Camtel vit de quoi aujourd'hui? De la rente qu'elle a parce que elle est un access provider.
que ce soit pour les câbles, que ce soit pour les opérateurs de téléphonie mobile. Mais les opérateurs de téléphonie mobile qui ont trouvé Camtel ont dépassé Camtel de très loin. Si vous allez chercher le nombre d'abonnements de Camtel dans les réseaux fixes qui contrôlent depuis des années, ça ne marche pas. Et si vous regardez l'endettement de Camtel, qui est indirectement cautionné par l'État, vous allez voir que l'État sera obligé de payer ça. C'est pour ça que nous savons que ce n'est pas la dette qui est importante. Et si j'étais à la place du FMI, je me dirais que, mais attendez, je ne peux pas utiliser avec le même patient le même médicament depuis 25 ans. Le patient ne guérit pas. Ou bien je suis un très mauvais médecin. Il ne s'agit pas du FMI. Ou bien la thérapie que j'utilise n'est pas bonne. Ou bien même le patient là, ne prend même pas mon médicament. Ou j'ai intérêt à ce que le patient reste malade. Éventuellement. Vous comprenez? Mais vous ne pouvez pas voir des gens qui sont là pour que l'Afrique se développe. Depuis 25 ans, ils sont là avec le Congo-Brazzaville. Vous les voyez encore, FMI est partout au Congo, machin et tout. Mais comment? À un moment donné, 5 millions d'habitants, autant de richesses, ces gens pouvaient être debout. Le Congo devrait même aller au secours d'autres pays. Le Cameroun également. Mais ils sont toujours là. Après 25 ans, ils reviennent, devraient avoir honte eux-mêmes. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Et cette question où nous dépensons beaucoup d'argent pour faire les infrastructures, les dettes, il n'y a jamais eu de pays qui emprunte l'argent pour faire les infrastructures. Après tout, quand tu veux faire une route, c'est quoi? C'est les ingénieurs. Vous les avez. Quand vous n'avez pas certains corps de spécialité, mais que le Cameroun, les leaderships disent que c'est les Camerounais qui construiront ce pont, si vous n'avez pas certains corps de spécialité là-dedans, vous allez prendre l'individu là, je ne sais pas moi, en Inde ou en Chine, vous le mettez dans votre équipe, mais c'est vous, Camerounais, qui construisez. Le ciment, il est ici. Le fer à béton, vous l'avez. Le sable, vous avez. Vous allez chercher quoi avec la dette? Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, président. Si vous construisez les routes là-bas au nord-ouest, vous regardez la pierre, elle est là. Vous utilisez la pierre, vous utilisez le ciment, vous utilisez la pouzzolane, vous utilisez le bitume. C'est-à-dire que vous utilisez après l'extraction, le raffinage du pétrole, les couches les plus basses. C'est ça que c'est le même bitume. Vous les avez. Vous avez tout ça. Vous avez votre environnement qui vous donne tout. Pourquoi vous ne l'utilisez pas? C'est bien ce qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous regardez le nord pour l'électricité, vous voyez le soleil partout. Vous dites, mais pourquoi je n'utilise pas ce soleil pour faire l'électricité pour les villages? Qu'est-ce qui nous arrive? Et je vous ai dit qu'on a suffisamment d'argent. Les 5 000 milliards de francs CFA que nous collectons, 5 500 milliards de francs que nous collectons, qui représentent 16% du budget, nous pouvons faire 3 fois cela. C'est-à-dire aller entre 10 000 et 15 000 milliards de francs CFA à notre argent. Mais à condition qu'on fasse payer les gens et que les PME et les très petites entreprises sentent également qu'ils ont une contrepartie. Parce que ce que font les gens, les petites entreprises aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quelqu'un se débrouille. Et puis, comme l'État est défaillant du point de vue de la sécurité, si l'enfant est malade, si l'enfant ne va pas à l'école, si l'enfant c'est cela, les gens sont dans 1000 tontines. Et vous voyez bien que ces tontines, tantôt c'est la maladie, tantôt c'est le col, tantôt c'est le deuil, parce que l'État est défaillant. Mais demain, nous n'allons plus construire un tel État. Regardez le plan de Biden. Regardez comment le pays le plus capitaliste vient de sortir des chèques pour les petites entreprises. Voyez comment le pays le plus capitaliste du monde sort de l'argent pour que les pauvres puissent bénéficier de l'assistance médicale. Et Biden dit, il faut que la pauvreté soit réduite au jour de moitié. Je dis bien le pays le plus capitaliste. Une des choses qu'ils ont apprises au cours de la mondialisation, c'est que lorsque vous exposez votre pays comme cela, il faut qu'il y ait une protection. Si vous avez suivi le discours de Biden, il dit, je ne comprends pas pourquoi les turbines ne peuvent pas se fabriquer aux États-Unis. Désormais, ce sera fabriqué aux États-Unis. Désormais, ce sera consommation américaine. Et il ajoute, ce n'est pas être contre les règles de l'OMC. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Aux États-Unis, pays développés, surdéveloppés, ils ont le souci de faire en sorte que si je construis quelque chose, que ce soit construit par les Américains. Si je produis que ce soit consommé par les Américains, que les Américains consomment américains. Mais vous, on n'est même pas, je ne sais pas si on a déjà décollé. On devrait avoir ce souci plus que tout le monde, non?
C'est-à-dire que pour faire le chemin de fer, s'il faut creuser, s'il faut casser les pierres, vous utilisez d'abord le Camerounais. D'abord le Camerounais, c'est ça qui fait une route. Et ensuite, pour faire un pont, c'est ça qui fait un pont aussi. Utilisez les ingénieurs camerounais, utilisez les techniciens camerounais, utilisez la main-d'œuvre camerounais. Je me souviens pour la mosquée Hassan II, au Maroc, une fois je suis allé à Casablanca, mais Hassan II, le roi Hassan II, a insisté pour que toutes les pierres ornementales qu'on va utiliser dans cette mosquée soient des pierres ornementales du Maroc. Et que ce soit cassé, les tailleurs de cette pierre soient des Marocains. Les tailleurs de cette pierre, les polisseurs de cette pierre soient des Marocains. C'est comme ça. Il n'est pas question qu'on fasse une mosquée au nom de Hassan II, mais avec des travailleurs qui viennent de l'étranger. Mais vous, vous êtes en plein dans ça tout le temps. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du stade de Limbe, on ne reviendra pas là-dessus. On ne reviendra pas dessus. Mais vous savez ce que c'est, non? Oh oui, Président. Voilà. Let us get towards our last topic of the day, Mr. President. The Anglophone crisis, the war of shame. 2016-2021, nous sommes à bientôt 5 années d'une guerre sale qui charrie au quotidien des morts à n'en plus finir, Président. En 5 années, pas d'avancée sur le chemin de la paix. Il y a plutôt comme un enlisement. On est aujourd'hui pratiquement dans la banalisation, dans l'indifférence. Quel regard portez-vous aujourd'hui, après tout ce temps, tous ces drames humains sur la situation? Comment est-ce qu'on peut en sortir? The future seems to be bleak, sir. Yeah, the future seems to be bleak, but at the same time, the solution is within your reach. The future seems to be bleak, gloomy, Yeah. but at the same time, the solution is within your reach. What I wrote in 2017 about this crisis, the solution I proposed at this time, are again valid today. I was talking about the need, the imperative of an inclusive dialogue. I was questioning the actual system, government institution that are absolutely enabled and capable to respond to the needs and aspirations of the people, and it's still valid. I was, pleading for an inclusive and sincere dialogue so that Cameroonians can get together, talk together, even those who are not in agreement with the government. This is what we are calling inclusive dialogue. Because you cannot just dialogue with someone who is in agreement with you. You don't call it anymore a dialogue. You need to discuss with people who are not in agreement with you, understand what are the grievances, what are the grievances, what are the claims, what are the criticisms about your system. It's only that way, and only that way that you can come to a kind of inclusive solution. And then I was pleading for the federalism system, as you know. That's the only system that will enable the regions and communities to actually regain power and control over their life, over their own destiny. You just cannot, rule a country from one point like Yaoundé. Then you're creating a kind of exacerbation and polarization and crystallization of the power around these places. And I'm not alone. There are so many people understanding the dynamic of federalism. Tu comprends? Et c'est pour ça que je répète que pour les francophones, qui devront devenir anglophones bientôt, n'est-ce pas? Que vous risquez de vous faire laminer, là. Pourquoi? Ah oui, les francophones qui vont devenir anglophones. Oula! Mais anglophone, ça veut dire qui parle anglais, non? Ah, d'accord. Est-ce qu'anglophone, c'est une tribu? C'est ce que beaucoup de personnes laissent penser, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, depuis 5 ans, nous sommes dans une situation comme ça. Quand vous posez la question à quelqu'un, est-ce que vous êtes anglophone? C'est-à-dire, est-ce que vous parlez anglais, en fait? C'est ce que ça veut dire. Tout à fait, tout à fait. Vous en avez fait une tribu? Pas moi, personnellement. Ce sont nos frères. Convenez, ce sont nos frères. Et il faut qu'on trouve, je vous disais depuis 2017, vraiment, j'ai regardé cette crise et j'ai dit que le système actuel des institutions ne peut pas répondre aux aspirations et aux besoins des Camerounais de manière générale. Et naturellement, la spécificité, n'est-ce pas, du nord-ouest et du sud-ouest était incluse dans cette réponse. Et j'ai demandé un dialogue
sincère, inclusif, pour que les Camerounais se retrouvent autour de la table. C'est toujours pour créer ce climat de confiance, restaurer la confiance entre les Camerounais, pour qu'ils puissent se parler. Mais ça, c'est un problème de leadership. Quand vous dites que l'avenir est noir, l'avenir est sombre, moi je vous ai répondu que oui, il est noir, il est sombre, mais en même temps, il est à portée de main. C'est un problème de leadership. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est un problème de leadership. Et c'est ce que je dis. Et pour le reste, il n'y a pas de problème. Si vous regardez le manifeste d'Agir, c'est pour ça que je suis obligé de chuter par Agir, en terminant pour dire, ce que nous avons là, c'est comme un panier de perles. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Du point de vue des solutions qu'il faut apporter aux Camerounais pour que le Camerounais puisse vivre correctement. Hors lutte partisane. Vous comprenez? Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai dit, Agir est un mouvement transpartisan. C'est-à-dire qu'on peut discuter et s'allier avec quiconque pense par rapport à ces solutions et même qui nous apporte d'autres solutions, mais toujours dans l'intérêt de résoudre les problèmes des Camerounais. Et en assumant ce que je dis, nous passons. Nous passons. Je suis un passant. Je suis là, c'est une flamme du moment. D'accord? Mais cette flamme, elle doit être relayée. Le flambeau doit être passé à d'autres. Il faut que chacun de nous soit dans Agir et comme Camerounais, soit imprégné de ça. Et ne pas être bloqué par ce que j'appelle nos égos. Nos égos peuvent nous conduire à la perte, à la ruine. Ça, c'est important qu'on puisse le savoir. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, Président. Et maintenant, je voudrais terminer pour rappeler aux gens que, il y a un site qu'on a ouvert depuis 2 mois pour que les gens puissent consulter toutes les informations que vous entendez circuler là, les besoins, les demandes, et ainsi de suite. Il y a un site qui est ouvert depuis 2 mois, mais les Camerounais n'aiment pas regarder. Sur les comptes, l'utilisation des comptes, sur le premier audit, le rapport informatique, et ainsi de suite. Et j'ajoute, d'autres Camerounais, je les convie à continuer à travailler, les informaticiens. Nous ne sommes pas en train de faire, on n'a pas ce travail en exclusion ou en exclusivité, je veux dire, excusez, on n'a pas ce travail-là en exclusivité. Il y a plein d'informaticiens qui devaient pouvoir travailler aussi dans la recherche de la manifestation de la vérité pour éclairer les gens. Ce qu'ils auront écrit se retrouvera dans le site. Vous comprenez? Tout à fait. Et il y a un dossier de presse qui sera fait, n'est-ce pas? Et il y a un dossier de presse qui sera fait. Il y a des gens qui sont en train qui pensent qu'on doit passer par un processus judiciaire, ainsi de suite. Il y a aussi ça. Ça ne doit pas être fermé. Il y a les avocats qui sont partout, qui peuvent apporter leurs connaissances pour que les Camerounais soient informés. Il ne faut pas qu'on soit tout le temps, dès qu'on dit quelque chose, on se bagarre et ainsi de suite. Non, on n'avance pas comme ça. On avance par l'accumulation du savoir. On avance par l'accumulation du savoir. Et nous avons souvent dit que le fanatisme, c'est vraiment une force de conservation. Des forces de conservation féodales et religieuses qui sont réfractaires à la science et à la technologie et qui sont intolérantes. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Le fanatisme. Je me bats contre toutes sortes de fanatisme. Il ne faut pas simplement penser que je me bats contre les fanatiques politiques. Je me bats contre les fanatiques religieux. Je me bats contre les fanatiques des intégristes de tous bords. Parce que ce sont des forces de blocage qui empêchent une société d'avancer. C'est ça le sens de ma lutte. Et je vous ai dit, il n'y a pas de porte fermée. Tous ceux qui voudront travailler pour que le Cameroun se modernise, pour que ce système change, ce système-là qui nous a conduits là où nous sommes, pour du chaos, n'est-ce pas? On travaillera avec tout le monde. Donc quand vous posez votre question de oui, est-ce qu'il y a confiance, non, moi je ne réponds pas. Je dis non. On travaille avec toutes les forces qui voudront que le Cameroun avance. Comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est ça qui compte. Le Cameroun est au-dessus de nous. Thank you so much, Mr. President. Dear viewers, chers followers, nous vous remercions de votre présence dans ce talk d'aujourd'hui. Et
comme l'a dit le président, il y a un dossier de presse qui est à venir avec toutes les informations relatives à cette initiative. Il y a un site internet scsc-audi.org sur lequel vous pourrez avoir accès aux informations. Nous vous remercions une fois de plus et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain talk. Président, thank you so much. Mais pourquoi tu m'as sevré de la musique à la fin de l'émission? Je ne comprends pas. Non, Président, on va écouter autre chose, si vous voulez bien. Je vous suggère autre chose. Moi, je ne peux pas terminer une émission comme ça. Et pour les viewers aussi, pour qu'ils voient que nous ne sommes pas là pour nous battre. Mais les femmes de Mouloui disent qu'ils ne sont pas là, que le président dit qu'on est là pour débattre et non nous battre. Je vais poser la question, mais est-ce que les gens qui étaient à la réunion à Tinga étaient en train de se battre? Namakula usoma mono la di bongo la olese abudi no bisobo te ya bana na tena tatanu. Kopo.